Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir dans notre émission Rencontre depuis le Salon des Ouailles aujourd'hui Armel Job. Armel Job, bonjour. Bonjour. Armel Job, bon, c'est pas tellement nécessaire de vous présenter, mais j'ai quand même envie de rappeler un petit peu qui vous êtes. D'abord professeur de latin grec, ensuite directeur, et puis ensuite écrivain. Alors la question, je suppose qu'on vous pose toujours, pourquoi être passé à l'écriture aussi tard ? Parce que justement, comme vous venez de le rappeler, j'ai une carrière dans l'enseignement. Ma vocation, c'était pas d'être écrivain. Quand j'étais jeune, j'y pensais absolument pas. Donc j'étais professeur, ça me convenait tout à fait. Et pendant toute ma carrière de professeur, donc j'ai enseigné le latin et le grec pendant 22 ans. Pendant toute cette carrière, je n'ai pas du tout écrit, si ce n'est des petites choses que j'écrivais pour passer le temps, en quelque sorte. C'était une sorte de hobby qui me plaisait assez. J'ai seulement commencé à écrire quand je suis devenu directeur. Je dirais qu'il me manquait un peu dans cette fonction, ce qui me manquait un peu, c'était le travail intellectuel, le travail de littérature que je faisais avec mes élèves. Parce que quand on devient directeur, on s'occupe surtout de papiers administratifs. J'ai eu le plaisir tout à l'heure d'assister à la conférence que vous avez donnée et vous disiez que vous écriviez bien sûr des petites choses, mais que vous estimiez que vous n'étiez pas capable d'écrire un roman. Et dites-moi, quel est à votre avis, c'est quoi être un bon romancier ? Être un bon romancier, c'est une chose que je ne savais pas moi-même. J'ai attaqué le roman de manière un petit peu innocente, je dirais. Je me disais, en commençant mes premiers travaux, mes premiers romans, je me disais, un roman, c'est raconter une histoire, quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans les romans, c'est suivre une histoire, une anecdote. J'aime bien une sorte de roman où il se passe quelque chose. Je sais qu'il y a des romans de réflexion, de méditation, etc., mais ce n'est pas vraiment le genre qui me plaisait. Et donc j'ai commencé à écrire naïvement, et je me suis aperçu assez rapidement que si on voulait raconter une histoire, petit à petit, surtout dans un roman, vous n'êtes pas dans une nouvelle qui est brève ou dans un conte qui ne comporte que quelques pages. Vous avez devant vous quand même un espace assez large et presque automatiquement, vous allez vous poser, vous avez le temps aussi, vous allez écrire ça sur 1 an par exemple, vous allez vous poser des questions sur les gens que vous mettez en scène. C'est très bien de dire qu'ils font telle ou telle chose, mais pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en eux quand ils agissent de cette manière-là ? Vous avez tout le temps devant vous de vous interroger sur le fond de l'âme humaine. Quelque chose à quoi, la plupart du temps, nous ne sommes pas attentifs dans la vie réelle. Dans la vie réelle, on rencontre les gens, très souvent on se fait une idée de ce qu'ils sont d'après le visage qu'ils ont, d'après quelques mots qu'on a entendus de leur bouche, et on procède comme ça assez aisément à des classifications, sympathiques, pas sympathiques, je le reverrai, je le reverrai pas. Mais est-ce qu'on sait qui sont les gens, effectivement, ce qu'ils ont en eux ? Ça, c'est le roman qui va nous le montrer, parce que dans le roman, il y a une convention entre le lecteur et le romancier, c'est que le romancier sait ce qu'il y a à l'intérieur des gens. Ça ne vous étonne pas du tout quand vous lisez un roman que le romancier vous dise que le personnage pensait telle chose. Mais dans la vie, quand est-ce qu'on peut dire qu'on sait ce que notre voisin pense ? On ne le sait jamais. On ne sait même pas réellement ce que pensent les êtres avec lesquels on est dans la plus grande intimité. Et ça, vous n'avez aucune possibilité d'entrer dans le cœur ou dans la tête de quelqu'un d'autre, sauf dans le roman. Donc, par la fiction, on va voir ce qu'on ne voit pas dans la réalité. Et ça, je pense que c'est passionnant. Et pour moi, donc, pour répondre plus précisément à votre question, un bon roman, c'est un roman qui nous révèle ce que sont les gens. Et quand vous terminez un bon roman, le signe que ça a été un bon roman, c'est que vous vous dites, je ne pensais pas que c'était comme ça. Alors là, ça veut dire que le romancier vous a apporté quelque chose, il vous a ouvert l'esprit. Et justement, les histoires que vous racontez à travers des gens ordinaires, etc., est-ce que l'origine, l'idée, est-ce qu'elle vous vient d'un fait divers, d'un fait historique, de l'actualité ? Le point de départ, où allez-vous le chercher ?
tout ce que je peux observer autour de moi, dans la vie, les gens, la société, ce que j'ai vécu, mes expériences de vie, mes lectures. Quand j'écris un roman plutôt historique, j'ai écrit un roman par exemple qui se passe pendant la guerre en 1943, bah, j'étais pas né moi, donc j'ai dû me documenter. Mais je dirais que tout ce qui est humain m'intéresse, voilà. Je vous pose cette question parce que dans plusieurs romans, on voit tout de suite, et je serai toujours avec toi, bah, vous évoquez la guerre en Yougoslavie. Oui. En son absence, en arrière-fond, il y a quand même l'affaire du trou qui revient un petit peu en surface. Une drôle de fille, c'est l'après-guerre, l'exposition universelle de 58. Donc il y a toujours un petit peu l'histoire avec un grand H rattaché à vos personnages, à votre histoire. Oui, les personnages de mes romans sont des gens ordinaires. Je ne fais pas l'histoire de personnalité. Il n'y a pas de personnalité remarquable parce qu'ils auraient fait de la politique ou que sais-je dans mes romans. Ce n'est pas du tout ces personnages-là qui m'intéressent. Je crois qu'on en parle suffisamment par ailleurs. Moi, je m'intéresse aux gens ordinaires, aux gens que vous croisez dans la rue. Mais eux aussi, ils sont plongés dans la grande histoire finalement. Peut-être pas au même titre ou de la même manière qu'une personnalité éminente, mais ils sont affectés par les événements historiques. Et ce qui m'intéresse dans les événements historiques, même dans un roman comme Le Conseiller du Roi, qui se passe pendant la question royale, où pour le lecteur pourrait s'attendre à une description de la question royale avec le personnel politique, le roi lui-même. Ce n'est pas du tout ça qui m'intéressait. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les gens avaient vécu ça, concrètement, et même au fond d'un petit village ardennais, ces grands événements politiques, finalement, ont des retombées. Et dans votre dernier roman, justement, Une drôle de fille, j'ai envie, Armelle Job, de lire la première phrase de votre roman. Le samedi 13 septembre 1958, à 11h30, une femme élégante, sanglée dans un imperméable beige, pousse à la porte de la boulangerie-pâtisserie Borges, rue des Jésuites, à Marfort. Je trouve que cette première phrase donne déjà le ton, une certaine ambiance, quelque chose de précis, mais qui va déboucher sur quelque chose d'énorme, on peut dire. C'est très important, évidemment, quand on commence un roman, il faut que le lecteur sache immédiatement où il est, de quoi il s'agit, et aussi, et là je trouve que vous dites quelque chose d'extrêmement pertinent, et aussi quel sera le ton du roman. Ici, il y a un ton, évidemment, un peu solennel, comme ça, et un ton qui va, bien entendu, se poursuivre à travers tout le roman. Quand on commence un roman, quand vous avez fini d'écrire le premier paragraphe, on sait quel sera le ton du roman. Vous ne pouvez pas changer de ton pendant le roman. Donc c'est extrêmement important. Ce roman commence d'une manière assez solennelle, assez soutenue, en sorte que le lecteur sente qu'on va quand même parler de quelque chose qui relève du drame, de la tragédie, même s'il s'agit d'une chose tout à fait anodine, une dame qui entre un samedi dans une boulangerie, mais la manière dont on amène la phrase, oui, mais c'est qui cette femme? On peut déjà tout de suite s'interroger sur ce personnage. Justement, cette madame élégante, cette madame Van de la Malle, va demander quelque chose à cette famille de boulangers tout à fait ordinaire, tout se passe bien. Elle représente l'enfance orpheline, l'après-guerre, et elle va demander à cette famille de prendre en apprentissage une jeune fille orpheline. Alors, cette jeune fille orpheline, qui est-elle et que va-t-elle déclencher? Voilà, donc ces boulangers sont sollicités par une personne qui appartient aux services sociaux et qui est chargée de trouver de quoi employer des orphelins de guerre. On est en 1958. Donc elle va leur proposer de prendre en apprentissage une petite fille qui est devenue orpheline pendant la guerre. Ses parents sont morts dans un bombardement. Elle n'a plus aucune famille, elle est élevée dans un orphelinat. Et voilà, maintenant elle a 16 ans.
Et donc, il faudrait qu'on trouve quelque chose, évidemment, il faut qu'elle puisse entrer dans la société. Et donc, cette personne va demander à la famille si elle ne prendrait pas cette jeune fille en apprentissage, pour qu'elle ait un métier. Alors, les gens sont un peu étonnés, évidemment, ils ne savent pas trop pourquoi on leur demande à eux, pourquoi pas à d'autres. Mais bon, pour finir, après discussion entre le mari et son épouse, ils vont accepter de prendre cette jeune fille en apprentissage. Alors, cette jeune fille arrive, et tout de suite, on va s'apercevoir évidemment qu'elle est un peu particulière, d'où le titre du roman, une drôle de fille. Elle est un peu particulière parce que, disons qu'elle est un peu simple. Par exemple, elle a beaucoup de mal à lire. Elle lit, mais elle déchiffre, disons. Par contre, elle ne compte pas trop mal, ce qui est bien pour sa future fonction au comptoir. Et elle a aussi un problème qui va apparaître assez rapidement, c'est qu'elle fait des crises d'épilepsie. En dehors de ça, peu à peu, on va aussi découvrir qu'elle a une qualité extraordinaire, un talent extraordinaire. C'est qu'elle chante merveilleusement. Mais elle-même ne le savait pas. Elle le découvre un peu par hasard, en arrivant à la boulangerie. Elle va être tout à fait admirative d'un chanteur et elle se met à chanter les chansons de ce chanteur et tout le monde s'aperçoit à ce moment-là qu'elle a une voix absolument merveilleuse. Donc cette jeune fille est en quelque sorte l'image de l'innocence parfaite qui entre dans cette famille. Et on pourrait croire évidemment que l'arrivée d'une personne tout à fait innocente au sein de la famille, c'est quelque chose qui va rester tout à fait superficiel. Qu'est-ce que ça pourrait changer à la vie de la famille? Eh bien, le lecteur sera rapidement détrompé parce que l'arrivée de cette jeune fille va faire remonter des souvenirs, des passions qui vont entraîner la famille des boulangers vers des événements absolument dramatiques. Tout à fait. Et j'ai relevé une phrase où vous dites « Les natures les plus tranquilles sont capables des pires débordements ». Vous portez quand même un regard un peu pessimiste sur la nature humaine? Non, je ne pense pas que mon regard soit pessimiste, mais j'essaie d'être aussi objectif que possible. Et s'il y a bien une illusion qu'il faut que nous nous ôtions de la tête, c'est que le monde est composé de deux parties, des gens bien, honnêtes, qui n'ont que des qualités, et les méchants qui, eux, n'ont que des défauts. Oui, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes que ça. Je crois que les méchants ont des côtés tout à fait généreux, mais aussi que les gens généreux, comme ces boulangers, ont des côtés noirs. Et ce que j'essaie de montrer dans ce roman, c'est que on peut s'illusionner soi-même sur nos bons sentiments. Nous sommes aussi très souvent victimes de puissances intérieures qui nous habitent et qui, de temps en temps, nous amènent à poser des actes que nous aurions pensé impossibles a priori. Vous situez souvent vos intrigues, vos personnages dans un quartier, dans un espace confiné. Est-ce que le fait que tout le monde se connaît, ça permet davantage de développer la psychologie du personnage, la personnalité? Je pense que c'est mieux si on est un observateur de la vie. Il ne faut pas trop se disperser. Hein. C'est comme un scientifique dans un laboratoire, il prend des échantillons en quelque sorte. Moi aussi, je prends des échantillons. Donc j'ai besoin d'une petite société avec les personnages principaux. Et puis, autour de ces personnages, il y a évidemment le monde, en quelque sorte, qui est représenté, par exemple, dans le roman, il est représenté par la clientèle de la boulangerie, qui est la société qui observe ce qui se passe et qui même certainement, va interférer avec la vie de cette famille. Armelle Job, est-ce que ça vous fait plaisir lorsqu'on vous dit votre univers, vous êtes un romancier et on pense à Simenon? On le dit souvent, d'autant que j'ai eu autrefois le prix Simenon, mais dans le sens où Simenon est un écrivain qui s'intéressait beaucoup aux gens
aux gens ordinaires. La plupart, c'est pas le cas de tous ces romans, mais la plupart de ces romans sont des romans qui se passent dans des lieux ordinaires, dans des petites villes, dans des familles qui passeraient inaperçues, des gens, comme on dit, sans histoire, mais qui ont finalement toujours une histoire. Dans ce sens-là, oui, je pense que j'ai les mêmes centres d'intérêt que Georges Simenon. Cependant, je ne peux pas dire que j'adhère totalement à la manière à la vision de la société de Simenon. J'essaie de voir les choses à ma manière, bien sûr, et je ne crois pas vraiment avoir jeté le même regard sur la société que celui de Georges Simenon. Armelle Job, une dernière question. Comme je vous disais, j'ai assisté à la conférence et vous avez dévoilé votre prochain bébé. Le nouvel Armelle Job va bientôt arriver. Oui. Il s'agit de... Donc c'est un roman qui va paraître, toujours chez mon éditeur, Robert Laffont, au mois de février ou mars 2020. Et ce roman s'intitule « La disparue de l'île Mont-Saint ». Alors pour les gens qui ne sont pas liégeois, nul n'est parfait. L'île Mont-Saint est une île sur la Meuse, à Liège, une île sur laquelle il y a un pont-barrage qui produit de l'électricité. Et donc mon roman se situe sur, en tout cas une scène importante du roman, dès le début du roman, qui se situe sur le pont-barrage de l'île Mont-Saint, où une personne va disparaître. Qui se situe à Liège, mais dans votre dernier, vous revenez à Liège. Voilà. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon succès, bonne continuation, et merci pour cette interview, Armelle Job. Merci beaucoup à vous. Merci.